Nous sommes dans les rapides du fleuve Zaïre, en août 85. Philippe de Dieuleveux filme. Dans quelques heures, jamais plus personne n'aura de nouvelles de l'expédition. À 34 ans, Philippe de Dieuleveux, animateur vedette de la chasse au trésor, disparaît en pleine gloire. Vous avez raison, stop! Top chronomètre, c'était même pas la peine. Ma première réaction quand maman m'a dit il est arrivé quelque chose à l'expédition de Philippe, je lui ai dit maman, on ne reverra plus Philippe. Que s'est-il passé exactement sur le fleuve Zaïre le 6 août 85 ? Depuis plus de 20 ans, deux thèses s'affrontent. Il s'agit d'un accident. Et ils sont morts noyés. C'est aussi bête que triste. Mon sentiment, c'est qu'il y a eu une bavure. C'est une bavure de gens, de Zaïrois. On les a, si vous voulez, tués par manque d'informations. Plus de 20 ans après le drame, le fils de Philippe de Dieuleveux, Tugdual, devenu journaliste, reprend l'enquête. Il souhaite percer le mystère qui entoure la mort de son père. Direction la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Tugdual de Dieuleveux, 25 ans, se rend sur les lieux mêmes de la disparition de son père. Nous quittons la capitale, Kinshasa, pour Inga, à l'ouest du pays. 6 heures de route. Il y avait pas mal de problèmes avec les autorisations. On a toutes les autorisations, on peut faire ce qu'on veut maintenant. 4 laissez-passer, services secrets locaux, ministère de l'Information, Direction générale des migrations et l'EDF local. C'est là les autorisations. Donc voilà, ça. Nous arrivons dans une zone sensible, protégée par l'armée zaïroise. Nos 4 autorisations sont en règle. Monsieur Bonnard, un agent des services secrets congolais, est monté dans notre voiture pour nous guider. Voici le barrage d'Inga qui alimente tout le pays en énergie. Cette centrale hydroélectrique est la plus importante d'Afrique. Au loin, les rapides dans lesquels Philippe de Dieuleveux a disparu. Le site du barrage s'étend sur plusieurs hectares. Il englobe une cité pour les employés et un village de pêcheurs. 1500 personnes vivent dans cette zone fermée. Avec l'agent des services secrets congolais, nous descendons à l'endroit précis où Philippe de Dieuleveux a été vu la dernière fois. Nous croisons des pêcheurs. En souvenir des naufragés français, ces rapides ont désormais un surnom. Maintenant, on a donné là-bas, à ce site-là, France. Parce que là, on a venu crocher ces petits canaux-là. C'est pour cela qu'on a donné nom de France. De France. Oui. À cause des bateaux qui se sont... À cause des bateaux qu'il a crochés là-bas. Et il y a déjà des gens qui sont morts dans les rapides? Oui, il y en a. Tu en connais? Oui, je connais. Qui? Il y a des Bora et Jido. Il y a encore Padra, Simon, et Mankalata, Asana, et Papidjo, Malafa, Chequin, La Guerre. Depuis plus de 20 ans, c'est la première fois qu'une équipe de télévision revient sur les lieux. Je pense qu'au niveau de la violence de ce fleuve, il n'y a pas grand-chose à dire. À la disparition de son père, Tugdual de Dieuleveux avait 4 ans. Philippe de Dieuleveux, un vrai personnage de roman. Né en 1951 à Versailles, scout,
et enfant de chœur, milieu catholique traditionnaliste. Sang normand, cœur breton. L'arbre généalogique remonte au XIe siècle et aux croisades. Philippe de Dieuleveux a une grande famille, 7 frères aînés. 2 ont fait carrière dans l'armée. François Laurenceau est médecin, ami d'enfance de Dieuleveux, son alter ego. Lui, il s'amusait toujours à dire, mais il avait tort. Il disait t'es la tête, je suis les jambes. Mais c'est pas entièrement faux, parce que ce qui était vrai, c'est qu'on se complétait bien. À l'adolescence, Dieuleveux rencontre Diane de Torca, qui deviendra sa femme. À 17 ans, il fait une préparation militaire. Ça lui a permis de s'éclater physiquement, et puis c'était un idéal. Il avait un frère aîné qui était dans l'armée, qui avait fait Saint-Cyr. C'était une forme de... Bon, c'était une éducation, ça faisait partie de son éducation, c'était bien, c'était des valeurs essentielles. Première surprise, Dieuleveux s'est engagé dans les paras, le corps le plus exigeant. Philippe Gobard, c'était alors son camarade de promo. C'était un excellent meneur d'hommes. Il avait une grande valeur d'exemple. Il était extrêmement sympathique, extrêmement dynamique, sportif. La préparation militaire parachutiste était au niveau des cadres, en dehors de l'activité d'instruction qui était faite extrêmement rigoureusement, extrêmement bien faite. En dehors, on était dans une ambiance de joyeuses bandes de joyeux lurons et on passait un petit peu notre temps à faire des pitreries, dont la célèbre de lui faire présenter la promotion au colonel, juste habillé avec son béret rouge et ses bottes de saut, parce qu'on l'avait foutu à poil dans la voiture qui nous ramenait du Metz jusqu'au quartier d'instruction. À 20 ans, Philippe de Dieuleveux décide de traverser le Sahara avec François Laurenceau, son ami d'enfance. Philippe avait pris une petite boîte en carton, il avait fait une grosse boule d'élastique. Et dessus, on avait écrit, c'était une tirelire, et il avait écrit, voilà, Afrique 71, c'était l'année où on irait en Afrique. Avec l'argent, ils construisent cet engin. Non, ce n'est pas un motoculteur, ni un groupe électrogène, ni un deuxième LEM, mais bel et bien le premier SEM, Sahara Exploration Module. Les essais réalisés ici, sur la plage de Saint-Malo, donnent un bon espoir de réussite. Dieuleveux filme et commente les préparatifs pour un documentaire. Construit à partir d'un châssis de 2 chevaux, donne à l'ensemble 4 roues motrices pour 6 roues portantes. Il se trouve que moi j'avais très envie de partir et donc j'ai proposé de partir avec eux. Ils m'ont dit bon d'accord, mais faut que tu te considères comme un mec, c'est-à-dire que désormais on t'appellera plus Diane mais on t'appellera Dian. Et tes histoires de bonne femme, on veut pas en entendre parler. Avec Alain et François Laurenceau, Diane de Torquois et Philippe de Dieuleveux, la petite caravane est au complet. Leur moyenne d'âge, 23 ans. Leur point commun, la folie. Ils oublient le Kenya et les grands animaux qu'ils voulaient approcher. Mais ils savent que la piste africaine n'a rien à voir avec l'autoroute qui relie Paris à Marne-la-Coquette. Et leur dernier exploit, ce sont ces quelques kilomètres. Ça pouvait paraître un petit peu casse-cou ou farfelu, mais ça l'était pas tant que ça, parce que c'était quand même bien réfléchi. Voilà. Et puis là, sûrement ce qui a germé de particulier avec ton père, ce qu'il y avait de particulier, c'est le fait de croire à ses rêves, de croire que c'est possible, qu'on peut le faire, et puis d'être allé jusqu'au bout. Dans les années 70, année gauchiste, Dieuleveux suit un chemin plutôt décalé. Instructeur chez les paras, dans ses carnets de l'époque, il recopie scrupuleusement les différentes techniques de combat. Patrice Franceschi est écrivain et aventurier lui aussi. À l'armée, il était l'élève de Philippe de Dieuleveux. Il a un tempérament de soldat. Je ne parle pas de militaire. Je parle de soldat, ce qui est autre chose. Spirituellement même. La rigueur, l'effort, le travail bien fait, le dépassement.
Pour une jeunesse qui était un peu ardente, nous, on trouvait à se défouler de cette manière-là. Sauter en parachute, marcher, courir, tirer, etc. Rien de très original, mais ce qui nous différenciait beaucoup des autres qui étaient tout autour de nous, c'était justement qu'il avait et que j'avais cette conception du soldat par rapport au militaire. Le para Dieu le veut a 26 ans. Il est alors contacté par Bob Denard, le mercenaire qui prépare un coup d'État en Afrique. Philippe, comme tant d'autres, et moi-même, on était un peu dans cette ambiguïté de jouer l'élite de l'armée française, officier, parachute, etc., sans avoir jamais entendu siffler des balles, quoi. Bon, il y avait un peu cette envie de se confronter nous-mêmes à la réalité de la guerre. Bon. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là, on n'en avait pas discuté, parce qu'évidemment tout ça, il y avait le folklore du secret, du confidentiel, donc je ne savais pas que Philippe de Dieu-le-veut avait rencontré Bob Denard à peu près à l'époque que moi pour la même aventure, où on n'a pas été, et où du reste on a bien fait de ne pas y aller, parce que ça a été un sacré traquenard, puisque c'était une aventure complètement loupée. Plutôt que de jouer les mercenaires au Bénin, Philippe de Dieu-le-veut participe à un jeu télévisé, la course autour du monde. Avant l'île de Pâques, Philippe était à Santiago, où le gouvernement chilien... Il doit réaliser des reportages aux quatre coins de la planète. ...du régime du général Pinochet. Philippe de Dieu-le-veut, qui a 26 ans, de Viroflay, qui a remporté une coupe. Dieu-le-veut ne gagne pas, mais il sait déjà ce qu'il veut. Quel est votre vœu? Quel est votre vœu? Et le même que celui du 25 septembre 1977. J'espère que la course sera un tremplin pour une vie professionnelle dans le domaine du reportage. Et puis je voudrais également souhaiter... À bon entendeur, salut. Après la course autour du monde, Dieu-le-veut entre comme caméraman à Antenne 2. Mais il mène une vie parallèle. À la même époque, il est recruté par la DGSE, les services secrets français. Oui, bien sûr qu'il faisait partie de la DGSE, c'était évident. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. À quel niveau, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas à quel niveau. Il y a peut-être des gens qui le savent, qui ne veulent pas le dire. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas et qui disent des choses. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je suis sûre qu'il faisait partie de la DGSE. C'est la seule chose que je peux dire. Ça, je le sais. Et je le sais même parce que lui, il me l'avait dit. J'en ai eu la preuve entre les mains, après son décès, où Diane, son épouse, m'avait demandé de venir faire le tri dans ses papiers militaires, et où j'ai vu des convocations. Les convocations, les voici. Des stages commando dignes d'OSS 117. Février 1978. Chers camarades, nous vous demandons de vous présenter en tenue civile tout-terrain au rendez-vous suivant. Sortie gare de Bayonne. Quelqu'un viendra prendre contact avec vous de 9h à 9h30, le dimanche 18 février 1978. Vous aurez dans la main gauche le journal Paris Match. Votre équipement militaire vous sera fourni. Munissez-vous seulement de votre paire de Rangers si vous en possédez une et qu'elle soit bien faite à vos pieds. L'année suivante, nouvelle convocation dans les Pyrénées. Cette fois, l'objet du stage est précisé. Technique de guérilla en zone rurale. Philippe de Dieu-le-veut est affecté au 89e bataillon, le réservoir militaire des services secrets français. Il intègre l'unité d'élite, le service Action. Nous avons rencontré l'amiral Pierre Lacoste, le directeur de la DGSE, au moment où Philippe de Dieu-le-veut en faisait partie. Le service Action, si vous voulez, ce sont des gens qui ont eu dans la vie militaire une spécificité particulière. C'est des parachutistes, des chuteurs opérationnels. Ce sont des anciens de régiments spécialisés dans la recherche du renseignement, etc. Et donc des gens qui ont une capacité physique, opérationnelle, un peu comme alors avait votre père, d'être la capacité d'aller à l'étranger, de vivre dans des conditions difficiles, d'aller dans des endroits où personne ne va. Enfin, il y a un côté d'aventure, je ne dis pas aventurier, mais d'aventure et qui correspond à des performances physiques et morales tout à fait particulières.
Le capitaine de réserve Dieu le veut recevra des félicitations de sa hiérarchie pour son zèle et son assiduité. Ce document est adressé en copie au chef du service action de la DGSE. En 1980, la vie de Philippe de Dieu le veut prend un tournant décisif. À 29 ans, Dieu le veut est contacté par le producteur Jacques Antoine pour animer une émission qui fera date dans l'histoire de la télévision, la chasse au trésor. Au départ, il n'était pas enthousiaste du tout. Quand je lui ai proposé ça, alors quoi, un jeu, enfin, il m'a pas fait bébert, mais enfin, c'est ce que ça voulait dire, quoi. Lui, il voulait faire du beau, du grand, Décidément, la chasse au trésor vous emmènera vraiment partout sur la planète, aux quatre coins de la planète, puisque je me trouve sur la place de la Révolution de La Havane, sur l'île de Cuba. Derrière moi, le portrait du Che, et devant moi, la colonne de la Révolution, avec à ses pieds la statue de José Martí, le père de la Révolution cubaine. Je suis donc à La Havane, sur l'île de Cuba, pour le démarrage de cette émission. Je n'en reviens pas moi-même et je donne un grand coup de chapeau au producteur de la chasse au trésor de nous avoir amenés ici. Alors je lui avais dit, il faut qu'on te voie de loin, donc je prends un truc rouge, orange, enfin... Le rêve des autres animateurs, généralement, s'ils pouvaient tous se mettre en rouge ou en orange, ils se mettraient en orange. Ils le font pas parce que quand même, ça serait un peu ridicule. Mais quand même, quand on veut se montrer, c'est quand même... Lui, c'est le contraire. Lui, il voulait la tenue léopard. Bon. Enfin, il a quand même compris mon raisonnement et il est parti dans Paris et il est revenu avec effectivement une veste rouge. Mais il n'y avait pas de pantalon. Alors il m'a dit, mais ma femme, ta maman, va me teindre un pantalon, etc. Et il est parti avec sa veste rouge et son pantalon rougeâtre. J'ai caché un astrolabe à droite du rocher portant la preuve de notre passage. Le principe du jeu est simple. Une énigme à résoudre sur le terrain. 2 candidats et un animateur en studio. À l'autre bout du monde, Philippe de Dieu le veut cherche des indices. Il y a peut-être un koala qui va traverser la route, Philippe. Un koala dans les arbres. Jean-Yves, tu es prêt? Attention, Paris. Stop, chronomètre. À 14 minutes 36. Bon, ce monsieur, bien sûr, ne me comprend pas. Et pour faire gagner les candidats chaque semaine en direct, Dieu le veut paye de sa personne. Messieurs, s'il vous plaît. Je me suis posé avec l'hélicoptère. Je viens de trouver un malouin. Hop, dans une ratée. J'ai trouvé le trésor, mais 1 minute avant la fin. Did you see a koala, sir? Il vous reste 15 minutes 11 secondes. Ah, j'ai une information, Didier. Philippe. On me dit qu'il n'y a pas de Bouddha à Bhaktapur. Vivi, attendez. Vivi, l'ancienne capitale, me disent-ils. I need a boat, please. Philippe cherche. En anglais? I get one here. 2 et 3. Je suis dans les airs. Je vole. Je me pose et je vais essayer d'interroger quelques personnes. J'y suis prêt. Formidable, Philippe, formidable. Philippe de Dieu le veut. Maintenant. Je suis actuellement le signal Montana. Ok, allez, attention. Il faut foncer là. Restez là. Je me pose à côté de lui. Voilà. Fantastique. Il fallait que celui qui représentait notre envie à tous de découvrir le trésor ait un sacré charisme. Et je crois que c'est vraiment Philippe qui a fait le succès du jeu. Il n'y a aucune autre raison qui puisse justifier. Le jeu, l'idée était, pardon Jacques-Antoine, mais l'idée était relativement banale. La bonne idée, c'était d'avoir cette espèce de Tintin qui nous représentait tous et qui le faisait avec tellement de générosité. Bonjour, petit homme. En 1981, naît Tugdual, le 2e fils de Philippe de Dieu le veut. Bonjour. En 4 ans d'émission, Philippe de Dieu le veut devient une star. Il reçoit des milliers de lettres d'admirateurs. Mais cela ne lui suffit pas. Il s'engage aussi pour l'ONG Médecins sans frontières, dont il filme l'émission. Les seuls soins apportés à la population depuis 3 mois ont été ceux du docteur Ronnie Broman en mission exploratoire pour Médecins sans frontières. Ouvre la bouche. Koulbous, frontière soudano-tchadienne. La véritable motivation de Dieu le veut, c'est l'aventure. Au Tchad, il filme la guérilla qui tente de prendre le pouvoir.
Des images rares qu'il revendra à TF1. Position libyenne, les forces armées du Nord d'Issenabré ont installé leur PC principal. Bon, bien réussi, gardez l'écoute et après avoir fini l'appel collectif, vous passez votre communication. Oscar 3. Il interviewe même le chef des rebelles, Issenabré. Des zones occupées par les fans, à savoir dans la région du Wadaï géographique. Pour Médecins sans frontières, il passait les frontières en fraude. Quand il est allé au Cambodge, c'était en fraude. Quand il est allé au Nicaragua, c'était en fraude. Quand il est allé en Birmanie, c'était en fraude. Et en fait, c'était à ce moment-là, tout le monde me dit mais tu devais pas vivre quand il faisait la chasse au trésor. En fait, j'avais pas peur quand il faisait la chasse au trésor. Mais j'étais plus inquiète quand il partait faire les films pour Médecins sans frontières parce que j'avais pas de nouvelles de lui pendant 3 semaines. Je savais qu'il passait des frontières en fraude et je savais pas ce qui se passait de l'autre côté. Pour Médecins sans frontières, Dieu le veut filme tous les points chauds de la planète. Entre l'URSS, l'Irak et la Turquie, le Kurdistan iranien. Plus de 62 000 réfugiés laotiens, vietnamiens et cambodgiens. C'est seulement à Iriba que l'on craint vraiment une attaque ennemie. Ne pas oublier qu'ils sont kurdes et qu'ils ont certaines raisons de ne pas s'agenouiller. Le retour se fera de nuit, pour éviter les bandes armées. Novembre de la même année, à mi-chemin entre Phnom Penh et Bangkok. Près de 10 000 Indiens se sont réfugiés du Nicaragua au Honduras. Il ne faut pas oublier que le problème cambodgien reste toujours posé. Car c'est sans doute là que les Libyens porteront leur prochain coup. Comme beaucoup d'autres, il a vendu quelques moutons pour acheter au marché d'armes le fusil, symbole de sa liberté. Question. Dieu le veut, s'est-il servi de l'ONG Médecins sans frontières pour couvrir ses activités d'espion? On sait quand même depuis déjà de nombreuses années que des couvertures de médecins humanitaires, de journalistes, le plus souvent, parfois d'hommes d'affaires, etc., sont des couvertures classiques et traditionnelles. Il suffit de lire n'importe quel SS, n'importe quel roman d'espionnage pour savoir qu'ils sont utilisés. Donc, est-ce que ton père les utilisait à certains moments? C'est fort possible. Il n'y a pas de doute. De toute façon, et pour conclure, je pense que s'il le faisait, de toute façon, c'était d'une manière... Comment trouver exactement les mots? C'était noble. Sur une map monde, Dieu le veut trace au feutre ses multiples destinations. Il passait une journée à la maison et puis il repartait pour 3 semaines de tournage pour Médecins sans frontières. Il revenait et repartait. Alors c'était quelquefois un peu difficile à vivre, surtout pour 2 petits bonshommes qui étaient là et qui comprenaient rien parce que leur papa était un vrai courant d'air. Alors, comme je disais, ils attrapaient des rhumes parce que leur père était un courant d'air. En 1984, la chasse au trésor s'arrête. Au même moment, Philippe de Dieu le veut est contacté par un certain André Hérault, pilote à la retraite, qui monte un raid d'aventure sur le fleuve Zaïre, la fameuse expédition dont Dieu le veut ne reviendra pas. L'expédition s'appelle Africa Raft. Elle est parrainée par le journal Paris Match. Elle doit partir de Bujumbura, au Burundi, et descendre le fleuve Zaïre jusqu'à l'océan. Une traversée de l'Afrique d'est en ouest sur 3000 km. Une première. L'expédition compte 8 personnes. André Hérault, l'organisateur, François Laurenceau, l'ami d'enfance, Richard Janel, un photographe de match, Marc Gurnaud, un caméraman, Guy Colette, un chef d'entreprise belge. Il y a aussi un mécanicien, Angelo Angelini, et un technicien audiovisuel, Lucien Blockmans. 2 autres personnes resteront à terre pour assurer l'intendance, Thierry Sadoun et Gérard Daboville. À l'époque, Daboville vient de traverser l'Atlantique à la rame. C'est lui qui a conçu les canaux de l'expédition Africa Raft. Je crois me souvenir que le diamètre des boudins devait être de l'ordre de 80 cm et la longueur de plus de 8 mètres, ou 8 mètres 50, donc c'était vraiment quelque chose qui pouvait porter énormément. On aurait pu mettre une bagnole sur un raft, c'était, voilà. J'ai été voir Sillinger. Pourquoi? Parce qu'il faisait du pneumatique, avec des tissus particuliers, notamment il faisait tout ce qui était usage armé, travaux publics, etc. L'expédition compte 2 canots. Le premier s'appelle le Françoise
Le second, le Godlieve. Les 2 rafts sont testés sur le lac Tanganyika, au Burundi. À la fin du mois de juin 85, les aventuriers attendent les dernières autorisations pour partir et ils tuent le temps, comme ils peuvent. Le crocodile de l'hôtel fait les frais de leur blague. Donne-lui. Un week-end, Dieu-le-veut et ses compagnons partent chasser. Résultat, 1 tonne de steak d'hippopotame à partager avec les villageois du coin. Le 2 juillet 85, ils quittent enfin les rives de Bujumbura, la capitale du Burundi, et ils traversent le lac Tanganyika. Philippe de Dieu-le-veut commence son reportage. Il y a des rapides, c'est certain. De quelle force on l'ignore. À l'endroit exact également. On sait que c'est avant Nyamba. Peut-être vers 60 km, je ne sais pas. De toute façon, on le verra. On descend la rivière. Mais il a déjà eu des expéditions sur cette rivière? À ma connaissance, pas. Bon, on était parti avec 6 armes. On a dû les laisser à Bujumbura. Donc partir sans être armé, c'est comment dirais-je, un petit problème ou pas? Partir sans être armé, c'est un problème dans la mesure où quand même c'est une sécurité. Et puis un petit peu de viande de temps en temps, ça améliorerait l'ordinaire. Mais enfin, c'est pas un impératif. 2 jours plus tard, le 5 juillet, les rafts s'engagent sur le fleuve Zaïre. Première alerte. On a croisé des militaires. Ils nous ont mis en joue en nous demandant d'arrêter au bord de la rivière. Bon, là, c'est comme dans les films, c'est-à-dire que les réflexes, ça va à toute vitesse. On voit à 15-20 mètres de nous quelqu'un qui épaule une Kalachnikov. Bon, bah, on se dit, le mec, s'il tire, on y passe, quoi. Donc, François Laurenceau, qui barrait le bateau, si mes souvenirs sont exacts, s'est transformé en feuille de papier à cigarette, a accéléré d'abord, et en même temps, il s'est transformé en feuille de papier à cigarette. En se couchant, moi, j'ai dû plonger au milieu des backtons à l'avant, et Philippe a plongé à l'eau en s'accrochant pour se protéger au cas où le gars tire. Il n'a pas tiré. C'est la seule fois qu'on en ait rencontré. Pendant 2 semaines, les 2 rafts descendent le fleuve Zaïre sans problème. Navigation paisible. Le raid d'aventure a des allures de croisière pépère. C'est la première fois que ces images de Philippe de Dieu-le-veut sont diffusées. Avec sa société de production Passeport Bleu, il comptait en faire un documentaire à son retour. Les bivouacs, la pêche, la vie de l'expédition, Dieu-le-veut filme tout. Bonjour. Bonjour. Très bien, on peut acheter du pain ? Le plus gros pépin, c'est un tronc d'arbre au milieu du fleuve. Votre et Françoise, parlez. Bon, ici, Françoise, on est bien sûr dans l'arbre, dans le tronc d'arbre, au milieu de la rivière. Il n'y en avait qu'un, il a fallu qu'on se le prenne. À vous. Le 18 juillet, les aventuriers arrivent à Kisangani, grosse ville au centre du Zaïre. Ils sont à mi-parcours. Les 2 rafts repartent le jour même vers Kinshasa, mais sans Philippe de Dieu-le-veut, qui rentre en avion sur Paris avec Marc Gurneau. Il a fallu partir à un moment donné, donc on a quitté l'expédition. Donc moi, c'était des raisons professionnelles, lui, c'était des raisons familiales. Philippe, il est rentré parce que d'abord, primo, j'étais enceinte jusqu'au cou et qu'il m'avait promis qu'il serait là quand j'accoucherais. À Paris, Dieu-le-veut a aussi rendez-vous avec Jacques Antoine. Le producteur lui propose de lancer une nouvelle émission.
Je le vois encore, on avait une fenêtre qui donnait sur une cour, là, sur les Champs-Élysées, derrière. Là. Et je le vois encore en ombre chinoise, il réfléchissait, il balançait la tête, comme ça. Et il se disait, alors, est-ce que je peux laisser mes copains là-bas ? Et alors, moi, de loin, je lui criais, écoute, réfléchis, c'est ta carrière, si tu laisses passer ça, c'est un an de perdu, et un an de perdu, c'est peut-être tout qui est perdu. Ah oui, mais je sais pas. Et puis finalement, il a dit, non, vraiment, je peux pas leur faire ça. Avant de repartir au Zaïre, Dieuleveux a noté dans son agenda déjeuner Proutot. Christian Proutot s'occupait à l'époque de la sécurité de l'Élysée. Il préparait avec Dieuleveux un documentaire sur les super gendarmes du GIGN. Mais ce jour-là, Dieuleveux voulait aussi lui parler d'autre chose. Il devait récupérer des moyens radio, c'est ce qu'il m'a dit textuellement, des moyens radio légers et des carabines qu'on appelle de survie. Ce sont des carabines de brousse, qui sont des petites carabines pliables en plastique, la crosse en plastique, à l'intérieur de laquelle on met le canon, une boîte de cartouches, c'est du 22, c'est-à-dire une petite... ça permet de tirer sur des petits oiseaux, sur des petits animaux. C'est pas très puissant, mais ça permet de faire la survie. Le 30 juillet 1985, Philippe de Dieuleveux appelle Jean-Louis Amblard, un ami chef d'entreprise. On a dîné ensemble, il m'a dit l'expédition a pris du retard, il y a une place de libre, si tu veux venir, j'en ai parlé aux autres, je sais que ça t'intéresse, si tu as envie de venir, on part dans 2 jours. J'ai dit oui et c'est comme ça que je suis parti, que je me suis retrouvé début août à Kinshasa. L'expédition au complet se reforme sur un quai de la capitale zaïroise. Nous sommes le 1er août, 5 jours avant le drame. Ils sont tous là, Laurenceau, l'ami d'enfance, Jean-Louis Amblard, le chef d'entreprise, tout dernier arrivé. Comme d'habitude, Dieuleveux filme. Avant de monter dans les bateaux, les aventuriers effectuent un repérage en avion. Ce tronçon de 150 km entre Kinshasa et la mer est le plus dangereux de toute l'expédition. Surtout les rapides, qui longent le barrage d'Inga. À bientôt. Allez, au revoir. 5 jours. Ouais, on reviendra. Nous avons reconstitué les dernières heures de l'expédition. Le 3 août au matin, les 2 rafts quittent le quai de Kinshasa et entament la descente du fleuve. À la sortie du port, ils croisent le Kamanyola, le bateau du président zaïrois Mobutu. Très vite apparaissent les premiers pièges. Un navire s'est même échoué sur les rochers. Quand nous passons dans les remous, il est impossible de diriger le bateau. Il y a des tourbillons qui font peut-être un diamètre de 5, 6, 7, 8 mètres. Et le bateau se met dedans et il faut attendre d'en sortir. Voilà les tourbillons, ce style de tourbillon. Et voilà, nous sommes attirés par le tourbillon. Impossible donc de se diriger. Quand on a commencé à descendre avec les bateaux, là, on a réalisé différemment les choses, parce que ces petits clapotis qu'on envoyait d'avion, en fait, c'était déjà des rapides vraiment sérieux. Certains aventuriers portent des casques, mais aucun n'est attaché. Une caméra est fixée à l'arrière du canot, l'autre est tenue par Dieuleveux. Les mecs. Oh la vache. Comme ça. Oh là 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 là. T'as eu peur? Ouais, on peut le dire, oui. Ouais, impressionné. Très impressionnant. Et le bateau ne s'est pas retourné, il tient bien? S'il s'est retourné, je m'en suis pas rendu compte. Bon, on va voir Inga ou pas? Ah ouais, on va le voir du bord. On met les sandwichs au bord et on regarde. Et toi, Jean-Louis? C'était pas mal, surtout quand j'étais au trapèze, ça m'a fait des sensations fortes. Ben moi j'étais sur l'autre bateau, il y a André qui a failli se foutre à l'eau et puis Nelson qui s'est coupé au menton, mais sinon tout va bien. Il y a eu un blessé, docteur?
Rien, parfois rien, petite égratignure. Petit machin pour désinfecter tout ça. On va pas le voir. Voilà. Ben, on avait qui a un genou qui saignait, qui une bosse sur le bras, qui... on avait vraiment été surpris et très secoués. On s'est dit, il faudra vraiment être vigilant sur ce qu'il y a plus loin, parce que ça nous donnait la mesure de ce qu'on avait vu d'avion. Inga, c'est encore plus fort que ça? Oui. L'expédition reprend sa descente. Le fleuve, qui faisait 23 km de large à Kinshasa, se rétrécit à 400 mètres seulement. Un véritable goulot d'étranglement. Ici, le courant est de 40 000 mètres cubes secondes, le débit le plus fort du monde, après l'Amazone. Dieu le veut, n'est pas attaché. Les deux rafts abordent une île le 5 août dans l'après-midi, à la veille du drame. L'île aux hippopotames, dernière halte possible avant les rapides les plus dangereux, ceux qui longent le barrage d'Inga. Les 9 aventuriers installent leur campement. Une fois que j'ai eu les pieds posés sur le sable de cette île, je me suis dit, je ne remonte pas dans le bateau. C'était j'arrête. On avait fait faire une grande moustiquaire, donc on dormait à 3 dessous, avec Jean-Louis et Philippe. Quand on est allés tous aller se coucher, on avait parlé, on avait donné des points de vue, mais la décision n'était pas prise. Les conciliabules continuent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Certains veulent poursuivre, d'autres veulent s'arrêter. Philippe de Dieuleveux hésite. Jean-Louis Amblard se souvient. Non, il n'avait pas envie d'y aller, mais bon, il était quand même un personnage public. C'était le personnage le plus public de notre expédition. C'était, il avait une image, il pensait qu'il fallait y être allé, je pense, pour ça. Il a pris la décision de faire la dernière partie pour ça. Mais enfin, jusqu'au matin, il voulait pas y aller. Et puis le matin, la discussion avec les autres a fait que, au dernier moment, il a dit j'y vais. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tous repartent, sauf Laurenceau, l'ami d'enfance, et Amblard, le chef d'entreprise. Dieuleveux sourit. Nous sommes 2 heures avant le drame. Le 6 août, à 8 heures, les 2 rafts sont mis à l'eau. Sur le Godelive, 4 coéquipiers. Sur le Françoise, Philippe de Dieuleveux et 2 autres de ses compagnons. Ce sont les dernières photos prises par Laurenceau et Amblard depuis la rive. Dès que les bateaux sont partis, on a couru sur le petit éperon rocheux là, pour essayer de les suivre. Et puis également, j'ai fait quelques photos à cet endroit-là. Et puis on a vu les bateaux avec le drapeau disparaître dans les vagues, mais sans qu'on ait de vraie inquiétude, parce qu'on avait déjà vu ça plusieurs fois. On a vu les bateaux partir, et puis après on voyait plus rien, on pouvait pas voir. On avait une radio qu'on avait gardée, mais qui n'a jamais marché. On a essayé d'être en contact avec eux, ça n'a pas marché. Et puis, on a commencé à tourner sur l'île avec François pour essayer de trouver un moyen de passer de l'autre côté, parce qu'on n'avait aucune idée de la façon dont on pourrait se sortir. Et puis, 1 heure ou 2 plus tard, est apparue la tête d'un pêcheur, là aussi, entre deux arbustes. Et puis, il s'est approché. Alors, il était sur sa chambre à air de camion, là, assis dedans, avec 2 petites écopes là, pour faire des rames. Il naviguait bien, il savait bien utiliser les contre-courants, les courants. Donc il nous a transportés un par un de caillou en caillou. Sur le fleuve aujourd'hui, les pêcheurs se déplacent toujours de la même façon. Ils longent la rive pour ne pas se laisser entraîner par les rapides. À Inga, nous avons retrouvé le pêcheur qui avait sauvé Laurenceau et Amblard sur l'île aux hippopotames. Il habite toujours la cité administrative, près du barrage. Quand nous arrivons, il ne se trouve pas chez lui. Mais nous tombons sur son fils, 21 ans. Surprise, il se prénomme Dieuleveux. Et toi, tu te mets ici à côté de Dieuleveux. Les 2 Dieuleveux doivent se mettre à côté. Mais oui, mais attends, mais c'est rigolo. Je vais me sortir mon passeport, quoi. Alors, tu t'appelles comme ça, quoi.
t'appelles Dieu le veut. Oui. Exactement pareil. Exactement. Moi, ça me fait beaucoup rire. Hein. Ah, voilà. Du plaisir aussi. Excellent. Bah oui, c'est amusant. Et pourquoi tu t'appelles Dieu le veut? Parce que mon père, il avait sauvé des Français là-bas au fleuve. Quelques minutes plus tard, le père de Dieu le veut, le pêcheur, arrive. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Et vous? C'est gentil de nous recevoir. Merci. Avec toute votre famille là, qui est bien nombreuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous les avez rencontrés, les deux Français qui étaient sur l'île? Moi, le grand matin, je me suis rendu au fleuve. Je suis allé voir mes filets. À 20 mètres, je les ai aperçus sur une pierre de deux là que j'ai ramené du fleuve. Vous vous rappelez de leur nom? Oui, bon, c'était M. Amblard et puis l'autre ici, c'est Laurenceau comme ça. On a fait 2 heures pour arriver seulement jusqu'ici. 2 heures pour passer de l'île aux hippopotames jusque sur la berge? Oui. Donc 2 heures avec la chambre à air. Sur la chambre à air. C'est ça. Ça, c'était l'accord qu'il m'avait donné. Que vous pouvez garder comme un souvenir un jour à l'autre. Je vais vous la laisser. Hein. C'est ça. C'est votre souvenir, c'est pas le mien. Hein. Je ne prends pas les souvenirs des autres, moi. Je m'en fais plein ici, des souvenirs. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Ok. Bah, Dieu le veut. À la prochaine fois, peut-être. Avec le même nom que moi. Si un jour j'avais su. Au revoir, bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Après avoir été sauvés par le pêcheur le 6 août 85, Amblard et Laurenceau sont emmenés dans la ville de Matadi par des militaires zaïrois. Ils nous ont fait attendre, re-attendre. Et puis, pour finir, à la nuit, commençant à arriver, fait entrer dans un bureau. Il y avait une sorte de quasi-tribunal avec une quinzaine de personnes en face de nous. Et puis, un feu de questions. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Pourquoi? Comment? C'était des questions assez surréalistes, du style, on nous demandait ce qu'on pensait de Mobutu. Quand on a 10 militaires zaïrois avec des armes autour de nous, on peut en dire que le plus grand bien. On avait surtout l'impression qu'ils nous posaient des questions pour passer le temps, pour qu'on soit pas dehors, pour qu'on cherche pas. Et tout en nous répondant, mais vous inquiétez pas, on va s'occuper d'eux, on s'occupe d'eux, vous inquiétez pas. Lors d'un cocktail diplomatique à Kinshasa, le journaliste français Nicolas Babi apprend par hasard la disparition de Philippe de Dieu-le-Veut. J'ai envoyé un téléx et alors à Paris, ça a été le branle-bas de combat. Il y avait un rédacteur en chef, un pauvre rédacteur en chef, qui était complètement affolé, qui voulait pas donner la nouvelle parce qu'il n'était pas suffisamment sûr, il avait des risques, etc. Au bout d'1 heure de discussion au téléphone, finalement, je l'ai convaincu d'envoyer la nouvelle, qui est donc passée dans la nuit. L'AFP signale la disparition de toute l'expédition. Dieu le veut et ses 6 compagnons. Moi, je n'étais pas chez mes parents, j'étais chez ma belle-mère, chez la mère de Philippe. Maman est venue pour me dire que... chez la maman de Philippe, pour nous prévenir qu'effectivement, il était arrivé quelque chose. Et ma première réaction, quand maman m'a dit « il est arrivé quelque chose à l'expédition de Philippe », je lui ai dit « maman, on ne reverra plus Philippe ». Nous avons rencontré le premier Français à avoir survolé la zone du fleuve où l'expédition a disparu. Bonjour. Bonjour, Pierre de Montmahou. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Entrez, je vous en prie. Entrez. Aujourd'hui, le colonel de Montmahou est le maire de Dracy, en Bourgogne. À l'époque, il était mandaté par l'armée française pour encadrer l'armée zaïroise. Dès l'arrestation des 2 rescapés, il avait été alerté et avait improvisé une première reconnaissance aérienne sur le fleuve. Alors, on a tourné dans tous les sens, on a tourné on a fait, je sais pas moi, disons qu'on a fait une bonne demi-heure au-dessus du fleuve. Entre Matadi et Inga, on n'a absolument rien vu. Rien vu. Le lendemain, les compagnons de Philippe de Dieu-le-Veut localisent son canot dans une crique. Il est en parfait état, amarré à un rocher. « 3 jours après la disparition de Dieu-le-Veut,
Ses amis Gérard Daboville, François Laurenceau et Marc Gurnot filment leurs propres recherches, financées par Paris Match. Bon Gérard, tu en penses quoi toi alors en voyant le bateau? Bah écoute, ce bateau il a passé les rapides. Oui. Pratiquement sans avarie. Regarde-moi. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire. Tu peux voir les différents points qui ont morflé. Hein. Montre-moi. C'est extraordinaire. Là par exemple, tu tombes sur le cadre qui donc avant était parfaitement circulaire, faisait le tour du boudin. Ouais, je vais faire un gros plan tout à l'heure. Tu vois comme le cadre est cintré, donc le bateau a pris un choc terrible ici sur le côté, qui a sur été le côté, oui, qui a été amorti par le boudin, qui a malgré tout cintré le cadre sur ces deux coupes. Oui. Tu vois que le flotteur a parfaitement résisté, ce qui est d'ailleurs extraordinaire vu la violence du choc qu'il y a dû avoir. Oui. Et ensuite, il y a dû avoir un autre choc qui a tendu à écarter les deux flotteurs. Tu vois le tableau arrière, la façon dont les trous, attention, oui. Les boulons sont pétés sur le côté et non pas vers le haut ou vers le bas. Donc, si tu veux, il n'y a pas eu d'avarie majeure sur ce bateau. Il est arrivé ici par ses propres moyens. Avec ou sans quelqu'un à bord, c'est ça la grosse question. Le lendemain, les compagnons de Dieu le veut localisent le second canot échoué sur les rochers. Ils filment le Godelieve entièrement dépecé par les pêcheurs. Il ne reste que sa structure métallique. L'antenne est cassée. Ouais, donc il est bien arrivé à retourner. Pour comprendre ce qui s'est passé, les copains de Dieu le veut retournent filmer l'île aux hippopotames. La plage où l'expédition a passé sa dernière nuit avant de partir à l'assaut des rapides. La question a-t-elle été posée de savoir si certains ou tout le monde allait s'amarrer au bateau? Oui, exactement. Oui, on en a discuté un petit peu, mais on a pensé que s'amarrer, ça comporterait un risque. Au cas où le bateau se retournerait, on serait fatalement coincé en dessous et noyé. Enfin, c'est ce qu'on a pensé, peut-être à tort. Ça, on n'en sait strictement rien. Mais on a préféré garder une corde à nœud à la main, enroulée autour du poignet. Avec leur hélicoptère, Daboville, Laurenceau et Gurnot quittent l'île aux hippopotames. Ils reconstituent le dernier voyage du Godelieve. 1 kilomètre d'eau calme, puis les premiers tumultes. Le raft les a passés sans encombre. Ça se calme, mais 1 kilomètre plus loin, de nouveaux rapides, beaucoup plus impressionnants. Des trous d'eau, des rochers, des vagues à contre-courant. Ici, la profondeur du fleuve peut atteindre 1500 mètres. Des failles abyssales. Aucune embarcation n'a jamais réussi à passer. Quelques dizaines de mètres plus loin, le canot se trouve sur la rive, échoué. C'est, je pense, l'endroit le plus effrayant que j'ai vu de ma vie. Et j'ai vu des mers dures, des montées, etc. C'est un endroit véritablement stupéfiant. À 10 km, on entend le bruit des rapides. Le Godelieve a été retrouvé sur la rive gauche du fleuve, à environ 2 km de l'île aux hippopotames. Le Françoise, le raft de Philippe de Dieu le veut, a passé les rapides sans se retourner. Il a longé le barrage d'Inga et a été retrouvé intact sur la même rive, 3 km plus loin. Le colonel de Montmahou a lancé les premières recherches des corps à l'initiative du Zaïre. La section de livraison par air. Le président Mobutu a décidé que la 31e brigade serait chargée des recherches. Et il m'a désigné nominativement. Alors, on a mis le paquet. On m'a dit, vous mettez les moyens qui vous paraissent corrects. On a mis 18 jeeps radio avec un équipage de 4 personnes. Et puis, tout ce beau monde-là est parti sur le terrain, de part et d'autre des berges du Zaïre. Philippe de Dieu le veut et son équipe sont toujours introuvables. Les sauveteurs n'ont récupéré que les 2 embarcations, aucune trace de l'équipe. Mais des affaires leur appartenant ont été retrouvées dans les villages avoisinant l'endroit où ont été découverts leurs canots pneumatiques.
L'armée zaïroise récupère des gamelles et des sacs dans plusieurs villages de pêcheurs de la zone d'Inga, en particulier à Bataki Menga, une bourgade de 450 habitants. 20 ans après, nous sommes retournés dans ce village. Bataki Menga. Explication ça quelque part. Soko bolega ba mango yo na liboso wana. Bataki Menga est de l'autre côté du fleuve. Oui. Pour atteindre le village, 1 heure de route, 6 heures de piste. Le village se trouve à 5 km des berges du fleuve. Nous rallions Bataki Menga à la tombée du jour. Notre arrivée est une véritable attraction. Ici, on n'a pas vu un blanc depuis 10 ans. Le chef arrive. C'est bien moi. Bonjour. Le chef du village nous emmène devant sa case pour nous parler de l'expédition Dieu le veut. Il y a 20 ans, 1985. 85, je connais l'époque. Voilà. Et donc en fait, nous on est ici pour rencontrer et chercher des gens qui auraient vu les bateaux ou qui se souviennent de l'époque, des souvenirs. Voilà. On n'a pas vu le bateau, mais moi aussi je suis là. Ouais. J'ai une partie de votre petit digue. Hein? Ouais. Les déchets. Ouais. Hein? Voilà, j'en ai à la maison. Ah bon? On a vu ça. Le déchet de votre digue là était passé dans la fleuve. Hein? On a ramassé. Hein? Ça se trouve chez moi. Hein? Ah bon? Une petite. Oh, calme-dit. Et les autres problèmes. Ah, problème Et c'est possible de voir? C'est déchets? Oui, c'est déchets, oui. Vous les voyez? C'est les déchets ramassés dans le fleuve. Hein? Le fameux déchet, un bout de caoutchouc du canot. On peut encore lire la marque Sillinger. Nous avons passé la nuit dans la case du chef, comme tous les invités de marque. Au matin, la vie du village reprend son cours. Les corvées, la réparation des filets. Nous interrogeons les villageois sur les objets appartenant aux Français. Comment ils ont caché les affaires? Au rocher qui se trouve au bord du fleuve. C'est par là que les pêcheurs ont caché quelques biens qu'ils ont récupérés dans cette digue-là. Les choses là étaient arrivées chez moi ici. J'avais acheté chez un pêcheur. La personne ne plus. Il est de sa mère. C'était pour faire quoi? Ça, c'est pour le mettre sur la cuisine. Hein. Sur le toit? Oui. Le toiture. La toiture, oui, d'accord. Pour les habitants de Bataki Menga, pas de doute. Les aventuriers français sont morts, noyés. C'est l'accident. C'est l'accident. C'est tout. Il y a beaucoup de tourbillons. Un accident. En tout cas, les places là, c'est très fort. Si vous voyez, c'est très dangereux. Puisque l'eau est tellement vitesse, comme un flèche.
Ça tourne vraiment. Là, même comment parler. Donc, l'homme ne peut pas passer là-bas. 14 jours après le drame, le 20 août 1985, une première victime a été retrouvée. Le corps d'un Européen portant un gilet de sauvetage jaune a été repêché près de la ville de Boma, en aval des rapides d'Inga, là où justement avaient disparu les 2 canots. Si l'on en croit cette description, il s'agit donc à coup sûr de l'un des 7 participants de cette expédition malheureuse. Le corps retrouvé est celui du chef d'entreprise belge, Guy Colette. Il a été identifié par le capitaine Moreau, un militaire français lui aussi détaché dans l'armée zaïroise. Aujourd'hui, Alain Moreau est à la retraite. À l'époque, il dirigeait les recherches au sol et il a filmé ses opérations. Ça, c'est l'armée zaïroise. L'armée zaïroise, le détachement, on campait dans ce hangar ou dans des baraquements qui étaient sur Inga. On avait quitté l'hôtel métro. Il a reconnu Guy Colette, le chef d'entreprise belge, grâce à une chaîne en or. C'est l'homme que je suis allé identifier à Boma, ça c'est certain. Je lui ai enlevé, je lui ai enlevé son médaillon qu'il avait ici. Je l'ai désincrusté, il était gonflé bien sûr, mais je l'ai désincrusté, j'ai récupéré, j'ai fait parvenir à l'ambassade par la suite. Mais il n'avait qu'une blessure, c'est une fracture à l'avant-bras, des avant-bras, je ne sais plus lequel. Et il est probable qu'il a dû, dans un réflexe de dernier moment, faire un tour mort avec son bras autour d'un bout, et puis il a été tiré, mais la pression était tellement forte que ça lui a rompu le bras, mais ça l'a quand même empêché d'être englouti. Et il a franchi ce rapide. Il est certain que virevoltant comme ça, il a fallu qu'une dizaine de secondes pour franchir cet endroit-là. Malheureusement, il a été noyé, et son corps a été libéré plus tard, et bien sûr, il a fait toute la suite pour qu'on le retrouve quand même 180 km plus au sud, à Boma. Au lendemain de la découverte du premier corps, la France lance à son tour des recherches officielles. La Légion atterrit à Inga. Mission, retrouver les 6 autres victimes. Ces images de l'armée n'ont jamais été diffusées. On jette des barils dans le fleuve pour déterminer la trajectoire des courants. Les bidons pèsent 70 et 100 kilos, le poids approximatif d'un corps humain. Dès que nous avons largué les premiers bidons, on s'est aperçu qu'il, quelques secondes après, il passait sous le fleuve et ressortait en gros une quarantaine de secondes après. Et ceci, 1500 à 2 km plus loin. Pour moi, votre père plus ses compagnons se sont noyés. Quand les bateaux sont arrivés dans le fond, ils ont été happés par le courant et sont vraisemblablement restés engloutis sous les roches. Les roches, on voit que les rochers sont opposés au courant et il est fort possible qu'ils soient restés en dessous. Toutes les recherches militaires de l'époque ont conclu à la noyade des aventuriers. Pourtant, dès le début, un doute s'installe. Coup de théâtre. Antenne 2 lance l'hypothèse. Dieu le veut, serait sain et sauf. Un ingénieur zaïrois du barrage d'Inga, Atunga Tunasi, affirme avoir vu 3 hommes vivants autour du canot de Philippe de Dieu-le-veut. J'ai pu remarquer l'embarcation. Tout de suite, je n'ai vu personne, mais 5 minutes après, j'ai vu quelqu'un sortir de l'embarcation, aller vers la rive, revenir dans l'embarcation, prendre un sac et retourner sur la rive. En faisant attention, après, alors j'ai vu 2 personnes debout dans l'embarcation qui rangeaient des sacs jaunes, identiques à ceux que j'avais vus avec les 2 qui avaient abandonné l'expédition. Et là, ils avaient l'air blessés, ils avaient l'air en difficulté physiquement? Non, comme vous le voyez sur place ici, je ne peux pas dire exactement s'ils étaient en difficulté. Il m'a semblé qu'ils étaient à l'aise, puisque l'autre sortait de l'embarcation, sautait sur les pierres pour aller jusqu'à la rive. C'est sur cette petite crique de sable, de l'autre côté du fleuve, que l'ingénieur zaïrois dit avoir vu les 3 hommes vivants. François Laurenceau, l'un des rescapés, l'avait interrogé à l'époque. Et alors évidemment, la question qu'on lui pose,
c'est est-ce que ces personnes étaient des blanches ou noires? Et il nous a répondu, je pense que c'était des blancs. Ils étaient blancs, ils étaient 3. Quand il a vu les 3 hommes au loin, à Tunga-Tunasi, l'ingénieur zaïrois se trouvait sur l'aérodrome d'Inga, au bout de la piste. Son témoignage est-il crédible? Nous sommes retournés sur place. L'aérodrome est l'un des points les plus sensibles de la zone du barrage. Nous sommes toujours accompagnés de Bonnard, notre chaperon des services secrets. Un premier militaire nous arrête. Bonjour. Avant de piste, faut y avoir information. Avion dans l'atterrissage, n'oubliez pas. Parce qu'au côté de l'atterrissage de l'avion, est-ce que tu as Non, on a demandé. Parce que le bichot va la sécurité. Il y a la session 40. Merci, monsieur. C'est vrai que ce serait dommage de se prendre en avion. Le bout de la piste surplombe effectivement le fleuve et la petite crique de sable sur l'autre rive. Décor apocalyptique, fracas assourdissant. Ce rocher-là, c'est celui qui est juste là. Tout à coup, d'autres militaires nous interpellent pour nous contrôler à nouveau. Tu viens ici, non? Moi, je t'appelle, toi, tu m'as dit que... Comment tu me grondes comme ça? Au lieu de me demander de venir, tu m'appelles en me grondant. Je suis une autorité quand même, tu ne peux pas m'appeler comme ça? Moi, je suis une autorité. Hein? Je suis une autorité. Tu connais mon grade que j'ai? Tu viens. Est-ce que tu connais mon grade? Bon, monsieur, laissez à filmer. Allez. Je vais un peu appeler ton commandant. Tu es quel officier? Notre garde du corps des services secrets se fait remonter les bretelles. Moi, c'est quoi? Fais gaffe, toi. Moi, c'est quoi? Fais gaffe. C'est toi qui dois faire gaffe. Tu dois faire gaffe. Cet échange en dit long sur la tension et la vigilance qui règnent ici. Nos autorisations de tournage n'ont pas été transmises. De faire le reportage au niveau de l'aéroport. C'est interdit. Non, c'est de faire. Plusieurs services concurrents surveillent la zone sans grande coordination. C'est interdit. Non, le fleuve, nous. C'est interdit, non. On a justement fait toutes les démarches pour pouvoir filmer le fleuve à partir d'ici. Non. Après 20 minutes de négociation, nous avons finalement le feu vert pour descendre à l'endroit précis où se trouvait à Tunga-Tunasi, l'ingénieur zaïrois. Notre interprète nous accompagne. Et voilà, côté, il y a même... on reconnaît tout parfaitement. Vraiment. Est-ce que depuis ici, on peut voir s'il y a 3 personnes et savoir s'ils sont blancs ou noirs? Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. Là, à l'œil nu, c'est sûr qu'on ne reconnaît pas. Enfin, ou alors, œil de lynx. Mais bon, l'ingénieur Tunasi, il n'avait pas un écran LCD et un zoom comme ça, quoi. À cette distance, environ 1 kilomètre, difficile de dire si on peut distinguer un blanc d'un noir. L'ingénieur zaïrois a reconnu par la suite qu'il n'avait pas de certitude quant à la couleur des personnes autour du canot. À vos tours 2 de unité. Malgré tout, l'armée zaïroise envoie aussitôt le capitaine Moreau sur la petite crique de sable blanc. Il retrouve de nombreuses affaires qui viennent du Françoise, le canot de Dieuleveux. Il est marqué Chang. Chang, le surnom de Dieuleveux. Ouais, ça, c'est des achats que Philippe avait fait à l'aéroport. Ouais, c'est ça. C'est des photos de Philippe et une carte d'Afrique sans annotation particulière. Des affaires sont cachées aux 4 coins de la crique. Cachées donc sous la pierre, là. Sous la pierre, là. Oui. Et François. Beaucoup de matériel là-bas, au fond, dans ce trou. Là. Bien caché, hein, bien enfoncé. Bien enfoncé et protégé. Ma telle vidéo était donc... Autre bizarrerie, le canot de Dieuleveux n'est plus là. Pour le capitaine Moreau, ces bizarreries s'expliquent. Le François s'est échoué sur cette plage. Les pêcheurs sont venus, ont embarqué un maximum de choses, et ils ont planqué le reste, bien sûr pour qu'on ne le trouve pas, et ils ont relâché le bateau. Ils ont relâché le bateau pour qu'effectivement on ne vienne pas sur cette plage venir chercher ça où ils avaient l'intention de venir. Voilà. Le bateau est reparti, et on le retrouve 1 kilomètre plus tard, plus loin, qui vient s'échouer sur une plage naturellement. Il vient se mettre à l'intérieur, bloqué dans les rochers, et c'est là où on l'a retrouvé. Au terme des recherches, les gouvernements français et zaïrois concluent que les 7 aventuriers se sont noyés
accidentellement. Mais une autre thèse circule alors au Zaïre. La thèse de la bavure. Une bavure de l'armée zaïroise, qui aurait tué par erreur Philippe de Dieuleveux et ses coéquipiers. Le barrage d'Inga se trouve non loin de la frontière avec l'Angola, pays alors communiste, grand ennemi du Zaïre. Le Zaïre redoutait en permanence une attaque de mercenaires étrangers dans cette zone. Le barrage assure toute l'énergie du pays. Une attaque contre Inga peut paralyser tout le Zaïre et faire tomber le régime du président Mobutu. Le 6 août 85, lors du passage de Dieuleveux au pied du barrage, la zone est justement sous alerte militaire maximale, couvre-feu. Des soldats zaïrois ont été envoyés en renfort des deux côtés du fleuve. D'après ce qu'on a compris, ils nous avaient pris pour des mercenaires cubains envoyés par Kadhafi pour faire sauter le barrage d'Inga. Donc il y avait une certaine tension. Ils étaient vraiment à la recherche des gens qui avaient été repérés la veille par un pêcheur sur l'île aux hippopotames et qu'ils avaient pris pour des mercenaires. Nous avions que du matériel de couleur kaki. Et en Afrique, en tous les cas c'est mon point de vue, les Africains ont eu beaucoup de problèmes militaires ou des mercenaires, etc. Et donc un blanc avec du kaki, ça fleure plutôt le militaire que le civil. Nous avons retrouvé un employé du barrage d'Inga qui a assisté aux derniers instants de Philippe de Dieuleveux. Cet employé accepte de témoigner, mais anonymement. Il a peur d'avoir des ennuis. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a eu une alerte au niveau de l'armée. Oui. Il y a eu du renfort militaire qui est venu à Inga. J'ai vu des camions arriver avec des militaires du renfort qui ont pris position, tout ça. Il faut savoir que l'expédition a fait les choses tout à fait comme il fallait. Mais c'est l'Afrique. Le patron de la garnison militaire, lui, on a oublié de le prévenir. Le message prévenant de notre arrivée, qui avait été envoyé de Kinshasa, était resté sur leur téléscripteur et n'avait pas été transmis au service de sécurité du barrage. Vers 9h du matin, le canot de Dieuleveux apparaît à environ 250 mètres des militaires zaïrois postés sur les rives. L'employé du barrage est alerté. Moi, j'étais au bureau. Il y a un balayeur qui est venu nous appeler. Tout le monde était au courant de l'histoire. Ouais. Il nous dit en Congo, venez voir, les hommes dont on a parlé hier vont passer. Ils sont là, je les vois. Et nous étions tous curieux. On sautait précipitamment de nos bureaux pour aller voir. C'est précisément à ce moment-là qu'un message venait d'arriver qui annonçait que c'était une expédition tout à fait pacifique qui venait et qu'il ne fallait pas, il ne venait pas pour faire du mal à qui que ce soit. Devant moi, mais c'est en tout cas aux militaires qui étaient devant Inga 2, il a dit ne tirez pas, ils sont en ordre. Ce que j'ai vu observer moi comme geste de la part de ceux qui étaient dans l'embarcation, ils ont quitté leur embarcation, ils se sont mis dans l'eau, mais ils sont restés accrochés. D'accord. On distinguait bien leurs gilets jaunes, le cheveux noirs, donc on les distinguait bien. Vous voyez là, le fleuve n'est pas très large. Ils sont passés, nous sommes restés à regarder. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? On savait qu'il y avait un danger là-dedans. Mais comment ils vont faire pour passer? Et on a vu. À ce moment-là, ils étaient toujours accrochés en dehors du bateau? Non, plus loin, ils sont remontés dans l'embarcation. D'accord. Oui. Avant d'atteindre l'endroit le plus dangereux là, il y a des vagues. D'accord. Hein? Moi, je me souviens avoir vu l'embarcation monter sur une vague. Elle est descendue, on ne la voyait plus. Et puis, on a vu un bout à un moment donné. Donc, il y avait des vagues. Elle montait sur des vagues. Et puis, plus rien. On ne voyait plus rien. On est resté quelques minutes pour voir plus tard l'embarcation qui voguait vers la rive droite. Mais apparemment vide. J'ai dit, moi, je me souviens avoir dit, apparemment l'embarcation est vide. Il n'y a plus d'occupants. Et non, ils doivent être là. Moi, je dis, regarde bien, c'est vide. Donc, à mon avis, c'est là où quelque chose s'est passé. L'employé du barrage est le dernier à avoir vu Dieuleveux vivant, 1 minute avant sa disparition. Bizarrement, à l'époque des recherches, les autorités zaïroises l'ont empêché de témoigner. Quand les enquêtes sont venues, moi, on m'a enfermé dans un bureau. On dit, toi, tu parles beaucoup, on n'aimerait pas que quand tu arrives ici, que tu puisses parler. Nous gardons la version qui a été donnée, la version officielle, on ne dit plus rien d'autre. La version officielle de la noyade, Isidore Kamongo n'y croit plus depuis longtemps. Aujourd'hui, il est directeur des programmes à la télévision nationale. Impossible de réaliser une interview dans son bureau, la télé est un site sensible au Zaïre. Caméra interdite. Alors nous le retrouvons au bar du coin.
À l'époque, Isidore Kabongo a suivi toute l'affaire Dieu le veut pour la radio d'État. On avait reçu comme consigne, comme on disait, embargo sur l'affaire des mercenaires. C'est des mercenaires. Mais c'est en écoutant les radios étrangères que tout d'un coup nous avons su qu'il n'était pas question de mercenaires, que cette expédition-là avait reçu l'autorisation des plus hautes autorités de chez nous. Donc à ce moment-là, tout le monde a commencé à se dire ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair là-dedans. Et petit à petit, on a donné une autre information. Et je me souviens très bien que les dépêches venaient de la présidence. Les dépêches venaient de la présidence. Voilà ce qu'il faut dire. Et on les lisait textuellement. Pour Isidore Kabongo, ce sont bel et bien des militaires zaïrois qui ont provoqué la mort des aventuriers français. C'était plus grave qu'une bavure. C'est-à-dire, moi je crois que par manque d'information, on les a, si vous voulez, tués par manque d'information. Vous dites que l'armée les aurait tués et que Mobutu aurait couvert cette histoire. Mais c'est ce que nous, ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que nous savons maintenant. Nous savons très bien qu'il y a eu ça, il a couvert ça. 10 jours après la disparition, les 2 rescapés de l'expédition, Laurenceau et Amblard, ont été évacués précipitamment de la zone d'Inga. Les Zaïrois nous ont laissé partir. Il fallait qu'on signe un papier, comme quoi on n'avait rien entendu, on n'avait rien vu, il n'y avait pas eu de coup de feu. De toute façon, dans des circonstances comme ça, la première chose que vous faites, vous signez le papier. Et on nous a mis vraiment... Ils voulaient vraiment qu'on parte. Et c'est pas les Zaïrois qui voulaient vraiment qu'on parte, c'était les Français qui sont arrivés qui voulaient vraiment qu'on parte. Quels ont été les termes employés, je ne sais plus, mais on n'a pas eu le choix de rester sur place. C'était bon, maintenant c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait, mais maintenant vous nous laissez faire et vous rentrez. Là, on se pose des questions. Il n'y aurait pas eu tout ça, on serait dit, bon, ils sont noyés. C'était la première conclusion à laquelle on devait arriver. Mais devant toute cette espèce d'agitation et de folie, on s'est dit, c'est passé quelque chose. Plus troublant encore, le chef des services secrets français, Pierre Lacoste, a fait mener des investigations informelles par des agents de la DGSE. Selon lui, les conclusions étaient claires. Ce que j'ai retenu, c'est que malheureusement, c'est une bavure de gens, de Zaïrois, qui ont fait une bêtise, qui ont perdu les pédales, ont assassiné votre père, et après ça, ont tout fait pour camoufler ça. Donc, en lançant des rumeurs et en lançant des fausses pistes. Voilà ce que je retiens, moi, de ce que j'avais regardé à l'époque. Ça me semble être l'hypothèse, on ne peut pas affirmer, mais en tout cas, de beaucoup, la plus vraisemblable. Nous sommes puissants, nous les chrétiens. Le diable dit quoi? Il dit frapper les vaisseaux à 2 endroits, à la main ou au front. Nous avons la puissance, nous siégeons dans les lieux célestes, nous décidons dans le gouvernement céleste du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Honoré Gbanda est aujourd'hui pasteur évangélique en France. En 85, il dirigeait les services secrets zaïrois, l'AND. Son surnom, Terminator. Il admet aujourd'hui qu'une bavure a pu avoir lieu, près du barrage. Qu'il y ait eu une opération militaire et qu'il y ait eu des bavures qui seraient gardées ou cachées au niveau des militaires, je parle au conditionnel, il est fort bien possible que si cela a eu lieu, l'AND ne soit pas au courant. C'est pour cette raison que pour moi, je dis que je ne peux pas affirmer qu'il y a eu bavure, comme je ne peux pas exclure qu'il n'y ait pas eu bavure. Au Grand Hôtel de Kinshasa, rendez-vous avec Édouard Mokolo, ancien bras droit du président zaïrois Mobutu. Tout est possible. Tout est possible. Mais ce que je peux démentir, c'est qu'au niveau des autorités zaïroises de l'époque, puisque j'étais ministre des Affaires étrangères, qu'il y ait eu quelque chose, par exemple, ou un ordre pour faire quoi que ce soit. Parce que c'est un problème d'intérêt. Quel était l'intérêt de faire ce genre de choses contre cette expédition? Aucun intérêt, sauf si Dieu le veut était en mission au Zaïre pour la DGSE, les services secrets français. La rumeur a circulé.
D'autant qu'au moment de sa disparition, une crise d'espionnité aiguë secoue la France. Une autre affaire partage la une des journaux. Le sabotage du bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior, rattache des services secrets français. Le site d'Inga, l'une des zones les plus sensibles du continent africain, pouvait susciter la curiosité des services de renseignement. On n'allait pas visiter le barrage d'Inga ni la centrale n'importe comment. Il fallait évidemment toutes les autorisations et c'était pas particulièrement facile de les avoir. Non, c'est certain, c'était contrôlé. C'était contrôlé, mais un barrage de cette importance, une centrale hydraulique de cette importance, c'était assez normal que ça soit contrôlé. Mais pour ceux qui connaissent les lieux, l'hypothèse d'une mission d'espionnage depuis les Rapides ne tient pas. C'est beaucoup plus simple d'arriver au barrage Inga par la route que par le fleuve, et qui d'ailleurs est éloigné du barrage, puisque le barrage, il utilise une branche du fleuve, et en fait, il est à quelques kilomètres de l'endroit où d'ailleurs l'expédition a disparu. Bon, et puis alors, le barrage, il faut savoir, il était contrôlé par les techniciens occidentaux, c'est normal, des Américains, des Français, des Belges, puisque les cadres économiques de ces pays-là sont souvent des Blancs. Donc, si on voulait vraiment avoir des renseignements sur le barrage, il suffisait de leur demander. Moi, je pense que l'hypothèse que la mission ait pu servir de couverture à je ne sais quelle opération de la DGSE est fantaisiste. Terminator, l'ancien chef des services secrets zaïrois, reconnaît que la DGSE était chez elle, au Zaïre. Nous avions un représentant des services français en permanence auprès de moi. Il était détaché auprès de moi. Donc je l'ai eu et il s'était occupé. Il a suivi de près cette affaire parce qu'il était en contact avec tous mes agents dans le bas Zaïre à l'époque. Je l'avais mis directement en contact avec eux parce qu'il y avait une collaboration qui était à tous les niveaux. Il y avait des officiers de services français qui formaient même nos officiers des services de renseignement à cette époque-là. En 2003, la brigade criminelle de Paris a rendu un rapport sur la mort de Dieuleveux et ses coéquipiers. Conclusion: les investigations entreprises auprès de la DGSE permettaient d'apprendre que si Philippe de Dieuleveux était bel et bien réserviste au sein du service Action, il n'était pas en mission au Zaïre. Le patron de la DGSE, alors en poste, Jacques Devâtre, écrit aux enquêteurs. Philippe de Dieuleveux a été en contact épisodique avec le service à partir de 1979. Sa situation était comparable à celle de tout réserviste de l'armée. En particulier, il n'a jamais effectué de mission opérationnelle. Reste une question. Si une bavure a eu lieu sur le fleuve Zaïre, pourquoi la France aurait-elle accepté d'étouffer l'affaire? À l'époque, le Zaïre était dirigé d'une main de fer par le maréchal président Mobutu. Ce qui fait la force d'un chef, c'est précisément la confiance dont il jouit de la part de son peuple. Le mouvement populaire de la Révolution, c'est moi son fondateur. Il n'y a dès lors pas d'interprète plus avisé que moi pour saisir la véritable portée de sa doctrine, qui se trouve être précisément le moboutisme, c'est-à-dire mes idées, mes enseignements et mon action. Mobutu Sese Seko a pris le pouvoir au Zaïre par un coup d'État, en 1965. Durant toute la guerre froide, il a été un allié des Occidentaux en Afrique. Il avait été très ami des chefs d'État américains en particulier et de la CIA, sans aucun doute. Il était, aux yeux des Américains, un rempart contre le communisme. Il était une barrière au cœur de l'Afrique, hein, c'est certain. On y tenait. Car le Zaïre est un pays clé, un pays gigantesque, 5 fois la France. Des frontières avec 9 voisins et des ressources naturelles à foison. Or, diamants, cobalt, cuivre et uranium. C'est un pays important par rapport à l'Afrique. Si vous voulez, les intérêts de la France sont accrochés à un certain nombre d'États africains, puissants, riches. C'était le cas avec le Zaïre. Donc, de ce point de vue, de la taille, c'est un pays qui comptait pour les relations de la France en Afrique. Mais à partir de 81, les relations entre Paris et Kinshasa se tendent. N'oubliez pas qu'en 1981, Mitterrand venait de remporter les élections. Et Mobutu était très inquiet. Lui qui était le grand ami de la droite. Donc Chirac, tout ce monde-là. Maintenant, il voyait venir Mitterrand. Finalement,
Mitterrand s'accommode de Mobutu. En 84, il signe un accord militaire avec le Zaïre. Pour aller les réarmer notre armée. Il fallait donc avoir des Mirages, des hélicoptères, et notre grand client, c'était la France. Un an plus tard, disparition de Dieuleveux et ses coéquipiers, alors que la coopération militaire bat son plein. Vu les rapports qu'il y avait entre le Zaïre et la France, vu les liens économiques, c'est quand même un pays extrêmement riche, c'est un pays important en Afrique. Je pense qu'au niveau politique, on a peut-être trouvé un accord pour dire il ne s'est rien passé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conséquences derrière, ce qui n'a rien de surréaliste comme raisonnement. Si je me souviens bien, à l'époque, on n'avait pas envie d'embêter Mobutu, je crois. Moi, je pense que si bavure il y a eu, je pense qu'il y a eu bavure pour l'équipage d'un bateau au moins, effectivement, certains qui peut-être l'ont su, ou l'ont supposé à très haut niveau, ou se sont dit c'est peut-être possible, n'ont pas été plus loin. Ils se sont dit on va pas les ressusciter, on va pas démolir une politique africaine compliquée, etc. pour un événement comme celui-ci qui est fait, qui est ce qu'il est, qui est malheureux, mais et puis donc on n'a peut-être pas mis toute la pression qu'on aurait pu mettre. Voilà comment on peut dire les choses. Et bon, est-ce que c'est très critiquable? Bien sûr, mais en tout cas on peut comprendre ce genre de réaction. J'irai jusque-là. Nous quittons la zone d'Inga. 3e crevaison de la journée. Au terme de notre enquête, nous partons sur une dernière piste. La recherche du corps de Philippe de Dieuleveux. J'ai vu mourir Philippe de Dieuleveux, un livre-choc paru en 1994. L'auteur, Okito Benebene, ex-officier des services secrets zaïrois, aujourd'hui décédé. Il raconte avoir capturé les 7 aventuriers au bord du fleuve. Dieuleveux aurait été torturé, assassiné de 2 balles et enterré au vieux cimetière de la ville de Matadi. Matadi, 1 million d'habitants, à 70 km du barrage. Sur la route d'Ango-Ango, nous arrivons au vieux cimetière catholique de Matadi, dans le quartier de Kikanga. Des centaines de tombes, mal entretenues, au milieu des herbes folles. La recherche commence. Dans son livre, l'officier des services secrets zaïrois donne quelques précisions. Là, il y a des pierres. Quand les militaires emportèrent les corps inanimés à l'intérieur du vieux cimetière, 2 fosses étaient prêtes ainsi que 2 croix avec des noms qui ne pouvaient éveiller les soupçons. Le premier, Foba Mafoba, est un nom local qui ne signifie rien. Le second, Nzilanziku, veut dire voie interdite. Si c'était un message, il ne pouvait être compris que par les exécuteurs. Guy Colette et Philippe de Dieuleveux furent inhumés ensemble dans la tombe Nzila Nziku. Il ne restait plus qu'à rentrer à Inga et faire taire la rumeur et maquiller les traces. Il faut essayer de retrouver une tombe et c'est pas gagné, quoi. Et ça vous dit quelque chose, la tombe Nzila Nziku? Nzila Nziku. Nous allons à la rencontre du fossoyeur du cimetière. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Voilà. Façon inanimé tout bila mu babi magane to ba rebelle moi mutu pesa ka ba ina na ba livre na leri na aner yani pesa ba livre est-ce que parce que bazika quand il fait un ordre net façon que ndele me kufwa mezika me ba bazika ba comme na chobo ina inanimé ina salama ina manga ba parce que parce que betu vuanda kana mundele bamenda kukutana masu na maza baki kuja kwako baki kuja zika to bano stara de bulu malu bano tunga de bulu malu mindele bamenda kukutana njani
Donc c'est une histoire fausse. C'est faux. D'accord. Mais on pourrait quand même essayer d'aller voir le cimetière des Blancs, ce serait peut-être pas mal. Alors attendez, voir avec le mec qui est... Allez, on y va. Après 3 heures de recherche, aucune trace de la tombe où serait enterré Philippe de Dieuleveux et Guy Colette. J'essaye de regarder s'il y a des noms, et là c'était Anne-Marie Habert. Le gardien du cimetière s'est engagé à chercher encore. Alors nous sommes revenus le voir 2 jours plus tard. Mais donc, moi je voulais savoir, vous êtes sûr vous n'avez pas trouvé de tombe qui s'appelle Nzila Nziku? Oui. Je vous dis la vérité, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé ça. Selon les informations, en tout cas, de tels gens, nous n'avons pas enterré ça ici. D'accord. Ça, je dois dire la vérité, parce que moi, je crois à Dieu et je suis aussi un croyant. Je ne peux pas vous dire des mensonges parce que je crois à Dieu. Une chose est sûre, la dépouille de Guy Colette ne peut pas se trouver au Zaïre. Son corps, le seul qu'on ait retrouvé, a été enterré en Belgique. Il a été identifié par son ADN et autopsié. Il n'est pas mort par balle, mais par noyade. Aucune véritable enquête n'a jamais été menée au Zaïre. Depuis 20 ans, la justice n'a interrogé aucun militaire, aucun témoin, ni aucun habitant de la région d'Inga. C'est un endroit où il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs, il y a des gens qui savent que quand on tire, mais ça s'entend. Donc les pêcheurs peuvent très bien savoir d'où est partie cette détonation. Et ils peuvent venir dans les villages pour dire « Chef, nous avons entendu là, on a tiré quelque part ». Il y a eu des gens qui ont entendu, qui vivent encore. Et il y a eu des administrateurs. Ça montre qu'une chose, c'est qu'on voulait faire croire à une thèse. Voilà, c'est un accident, c'est peut-être la bonne. Mais sans chercher à savoir et à étayer la chose, on voulait dire, voilà, de parti pris, c'est plus simple pour nous, ça simplifie tout, et que ce soit du côté zaïrois ou du côté français, c'était bien le même raisonnement qui prévalait. Voilà, c'est un accident, vous énervez pas, c'est clair, et puis tout le monde rentre chez lui. Pour les proches de Philippe de Dieuleveux, sa disparition garde une part de mystère. Mon sentiment, c'est qu'il y a un bateau, le bateau, il y a 4 personnes qui s'est retourné, qui se sont noyées. Et mon sentiment, c'est que les 3 autres ont réussi à passer en catastrophe et qu'après, il s'est passé quelque chose. Et donc, s'il s'est passé quelque chose, mon sentiment, c'est qu'il y a eu une bavure. Est-ce qu'on saura un jour avec certitude? Probablement pas. Voilà. Je me suis pas fait une raison, je me suis dit à 90%, je pense qu'il est dans l'eau, que leur bateau a chuté dans les rapides et qu'ils sont morts noyés. Reste le 1% qui fait qu'il s'est peut-être passé autre chose, quoi, je ne sais pas. Une bavure, une erreur, j'en sais rien. J'ai pas la réponse. Donc tu penses quand même plus pour une noyade? Le jour où j'ai vu le fleuve. Le jour où j'ai vu le fleuve, où j'ai vu les rapides, oui. Et puis peut-être que c'est plus confort pour survivre à tout ça. Philippe de Dieuleveux a disparu le 6 août 85. Depuis plus de 20 ans, cette disparition est classée en noyade accidentelle.